le Grand Ashford Hotel était un chef-d'œuvre de vieil argent et de mensonges raffinés, le genre d'endroit où les lustres coulaient comme des glaçons depuis des plafonds de 6 mètres et où chaque gorgée de champagne avait le goût de déni. Je m'assis avec raideur à une table devant, le verre de whisky glissant contre ma paume, la condensation saignant sur le linge blanc autour de moi. Le Who de la société bostonienne sirotait, riait, faisait semblant. L'air sentait le parfum de gardinius et quelque chose de pourri que personne n'osait reconnaître. À l'hôtel se tenait mon frère, Brendan Reed, Golden Boy, menteur sauveur de la famille, et à côté de lui, radieuse dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, se trouvait Lily Hartman, l'épouse parfaite de la société. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à un conte de fées, mais je savais ce qu'il en était. L'officier parlait d'amour, d'engagement, pour toujours. Je l'ai à peine entendu. Mon esprit bourdonnait, chaque nerf se tendait, chaque muscle était tendu et en attente. J'aurais dû être engourdi maintenant. Après tout, ce n'était pas frais. La trahison couvrait depuis des mois, peut-être plus longtemps, caché sous l'éclairage de l'hôpital et de creuses assurances. Mon fils, Micah, s'était battu pour sa vie dans un lit stérile, tandis que ma femme Savannah s'éclipsait une course à la fois, et Brendan, mon frère, c'était mon sang qui l'avait rattrapé lorsqu'elle tombait. C'est en tout cas ce que disaient les SMS, ceux que j'ai trouvés trop tard, ceux qui se sont gravés dans ma mémoire comme des marques. Les applaudissements m'ont ramené au présent. Ils étaient désormais mariés, scellés par un baiser et un mensonge. Brendan sourit, beau et rayonnant. Un homme à qui on n'avait jamais dit non, assez longtemps pour croire qu'il méritait tout ce qu'il voulait, même ce qui était le mien. Lily attrapa son bras, la quintessence de la grâce, ignorant totalement que l'homme à côté d'elle avait vidé la vie de son propre frère sans sourciller. Ou peut-être qu'elle le savait, peut-être qu'elle s'en fichait. Dans des endroits comme celui-ci, les apparences l'emportaient sur la vérité. Chaque fois qu'un serveur passait, offrant plus de champagne, je lui faisais signe de s'éloigner et prenais une autre gorgée de whisky à la place. La brûlure m'a ancré, a aiguisé les bords de l'autre côté de la table. Belle, ma sœur, m'a fait un petit sourire serré, solidaire, inquiète. Elle ne savait pas tout, mais assez pour me surveiller attentivement. Maintenant, comme on observerait une bombe à retardement dont on ne parvenait pas à lire le minuteur, le tintement d'une cuillère contre le verre attirait l'attention de la pièce. Brendan, le bâtard suffisant qu'il était, se leva, ses bras toujours enroulés autour de la taille de Lily. Avant de nous lancer dans la danse et le débarras, dit-il d'une voix douce et exercée. Je pense qu'il est normal que nous entendions quelques mots de mon frère, Nolan. Il s'est tourné vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, me mettant au défi de jouer gentiment, de garder ses secrets enveloppés dans un joli nœud pour le plaisir d'une jolie fête. Une centaine d'yeux se tournèrent vers moi. J'ai senti leur poids, j'ai senti l'attente épaisse dans l'air. Le frère prodigue, la déception familiale. Celui qui n'a pas pu maintenir son mariage ou son chagrin assez longtemps pour simuler un sourire lors d'un mariage. Je me levai lentement, la chaise raclant le sol en marbre, bruyamment, dans le silence. Je ne me suis pas précipité. Je les ai laissés attendre. Le sourire de Brendan s'effaça légèrement. Bien, laissez-le transpirer. J'ai levé mon verre. Les mots venaient facilement, glissant comme une lame d'un fourreau, poli et mortel. Voici Brendan. Dis-je d'une voix ferme, transportant à travers la salle de bal l'homme qui non seulement a volé ma femme mais m'a laissé enterrer mon fils seul pour un silence de battement de cœur. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Puis, comme un foutu, brisant la pièce, des halètements explosèrent, du verre brisé, le craquement aigu de quelqu'un laissant tomber une flûte de champagne. La bouche de Lily s'ouvrit dans un eau parfait avant qu'elle ne s'éloigne de Brendan et vole vers sa bouche avec horreur. Le prêtre qui feuilletait ses notes pour la prochaine bénédiction cérémonielle se figea, son visage pâlissant alors qu'il assimilait ce qu'il venait d'entendre. Sans un mot, il ferma son livre, le mit sous son bras et marcha dans l'allée, ses vêtements traînant derrière lui comme un navire fendant une épave. Le chaos s'épanouit, s'étendant comme une tache. Des voix s'élevèrent, certaines choquées, d'autres en colère, d'autres chuchotant avec impatience, comme des chroniqueurs de potins qui écrivent déjà leur prochain titre. Je n'ai pas attendu de voir les conséquences. J'ai vidé le reste de mon whisky, posé le verre avec une finalité tranquille et je suis parti. Chaque pas me paraissait plus léger, comme des chaînes tombant de mes épaules, une à une. Je n'ai pas regardé Brendan, je n'en avais pas besoin. Je pouvais déjà entendre le dénouement commencer derrière moi, comme un tissu tendu puis déchiqueté par le couteau le plus petit et le plus tranchant.
Du coin de l'œil, j'ai vu Belle se lever elle aussi, se précipitant après moi, ses talons claquant contre le marbre. Sa voix m'appelait, mais je continuais à passer devant des invités stupéfaits, gelés en plein milieu, devant des serveurs debout. J'ai poussé les portes au cadre doré dans le couloir en marbre. Le bruit de la salle de bal me poursuivait comme un essaim de frelons. Des halètements criaient des noms, des cris de chaises raclaient les tables. C'était le son d'une image parfaite qui se déchirait jusqu'aux coutures. J'ai continué à marcher, les épaules carrées, les poings attachés le long du corps. Je ne courais pas, je ne me cachais pas, laissez-les parler. Qu'ils voient tous la vérité pour une fois, crue et laide, sans la soie et le cirage. Ma famille avait toujours pensé à ses péchés. La voix de Nolan Bell résonnait avec urgence. J'ai ralenti mais je ne me suis pas retourné jusqu'à ce que j'entende le claquement rapide et irrégulier de ses talons qui me rattrapaient. Quand j'ai finalement regardé en arrière, elle était déjà là, les yeux écarquillés, les joues rouges, sa robe de cocktail tourbillonnant autour de ses jambes alors qu'elle reprenait son souffle. Derrière ses pas, le bruit était plus fort, plus lourd, plus en colère. Brendan, bien sûr qu'il venait. Un Golden Boy ne laisse pas son éclat se ternir sans se battre. Vous ne pouviez pas le laisser tranquille, n'est-ce pas? La voix de Brendan résonna dans la salle comme un fouet. Je me tournai pour lui faire entièrement face, les mains à mes côtés, la tête haute. Il a regardé chaque centimètre carré. Le prince blessé, smoking, cravate parfaite, cheveux légèrement dénoués doivent juste ce qu'il faut pour avoir l'air héroïque. Si vous ne connaissiez pas la tige en dessous, vous deviez la ruiner. Il fallait que tu parles de toi. J'ai ri bas et amèrement à propos de moi. Vous pensez que c'est à propos de moi? Il se rapprocha en trombe, Belle s'interposant instinctivement entre nous, les paumes tendues comme un arbitre pris dans un match. Elle n'a jamais accepté d'officier. Brendan ignora ses yeux fixés sur les miens, sa fureur claire et démasquée pour la première fois depuis des années. Pas de sourire narquois, pas d'excuses intelligentes, juste du désespoir qui saigne à travers les fissures. « Mais tu ne comprends pas » siffla Théil. Savannah était seule. Tu l'as repoussée, toujours dans ce foutu hôpital, à la recherche de l'espoir, alors qu'elle avait besoin de quelqu'un de réel. J'ai fait un pas en avant, assez près pour voir les veines jaillir de sa tempe, le tremblement au coin de sa mâchoire. Ma voix est tombée, froide et mortelle. Mon fils était en train de mourir, notre fils. Et tu es là pour me le dire. Savannah avait besoin de quelqu'un de réel. Et Mika Brendan? Et si tu étais là pour lui? Pour moi? Il hésita, la bouche s'ouvrant puis se refermant sans un bruit. À ce moment-là, sous l'éclat de la lumière du lustre, il ne ressemblait plus au Golden Boy. Il avait l'air petit, rétrécissant. Un homme qui avait construit sa vie sur une image empruntée et une confiance volée, maintenant debout dans les ruines de tout cela, la main de Belle trouva mon bras, me serrant légèrement, comme pour me faire trembler. Je ne voulais pas y croire. Brendan se tourna vers elle, désespéré, maintenant Brielle, tu dois comprendre. Non, elle le coupa d'un seul mot, sa voix toujours enveloppée de soie. N'osez pas, ne mettez ça sur personne d'autre que sur vous-même. Il chancela comme si elle l'avait giflé. Bien. Laissez-le ressentir juste une fraction de la dévastation. Il avait agi comme si ce n'était rien de plus qu'une erreur d'ivresse lors d'une soirée dont il se souvenait à peine. Je t'ai fait confiance, dis-je, et ce n'était plus la rage qui m'alimentait, c'était la douleur creuse de la trahison, si profonde qu'il n'y avait pas de place pour crier. Je vous ai fait confiance à tous les deux. J'étais en train de me noyer et au lieu de me sortir, tu m'as mis la tête sous l'eau. Brendan regarda autour de lui d'un air sauvage, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un, n'importe qui, intervienne, prenne son parti, le sauve, comme il l'avait toujours fait. Mais le couloir était vide maintenant, les portes derrière nous fermées, pas de public, pas d'admirateurs, juste nous, juste la vérité mise à nu entre les murs de marbre et les souvenirs brûlants. Je ne voulais pas que ça arrive. Il marmonna les mots mous et inutiles. C'est juste le cas. Je secouai lentement la tête, par pitié, traversant la colère comme un poison dans une veine. Des choses comme celle-ci n'arrivent pas par hasard. Brendan, tu as fait un choix. Chaque appel tard dans la nuit, chaque visite à l'hôpital manquée, chaque mensonge que tu as dit à Lily, Belle et moi, tu as fait un choix, encore et encore. Il s'affaissa contre le mur, une main passant dans ses cheveux pendant un moment. Il ressemblait en tout point au garçon qui se faufilait dans ma chambre la nuit après un mauvais rêve, me suppliant de le laisser rester.
Mais ce garçon était parti, probablement plus longtemps que je ne le pensais. Peut-être que j'ai juste été trop aveuglé par la loyauté pour le voir. Tu penses que tu es le héros ici, ricana Théil soudain, montrant ses dents dans un sourire hargneux. Vous pensez que faire exploser mon mariage arrange tout? Non, dis-je simplement. Mais c'est sûr que cela met fin au mensonge. Belle tira doucement mon bras. Allez, murmura-t-elle. Il n'en vaut pas la peine. Pour la première fois depuis bien longtemps, je suis d'accord avec elle. Je me retournai sans ajouter un mot, laissant Brinden affaler contre le marbre froid, noyé dans un désordre qu'il avait lui-même créé. Chaque pas qui m'éloignait de lui me semblait plus propre, plus léger, comme si je perdais une peau dont j'étais devenue trop grande sans même m'en rendre compte. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, le bruit de la salle de bal se pressait contre les portes, un raz-de-marée de chaos sur le point de déferler sur la façade parfaite de l'hôtel. Mais je m'en fichais. Qu'ils le voient tous. Montrez-leur ce qui s'est passé lorsque vous avez construit un royaume sur la trahison et le mensonge. J'en avais assez de faire semblant, de porter le poids de leurs secrets comme une pénitence pour des péchés qui n'étaient jamais les miens. Ce soir, le masque craquait et Brendan Reed, pour une fois dans sa vie enchantée, devrait vivre dans les décombres. La nuit dehors m'a frappé comme une gifle, froide et mordante, traversant la fine couche de chaleur et d'adrénaline encore accrochée à ma peau. Les rues de Boston brillaient sous la lueur des lampadaires, le trottoir mouillé par une bruine précédente. Je me tenais près du service de voiturier, respirant à grandes bouffées d'air vif, essayant de gratter les restes de la nuit de mes poumons. Pour la première fois depuis des années, je n'étouffais pas sous le poids de ce que je ne pouvais pas dire. Je l'avais arraché moche et cru et je l'avais laissé saigner sur le sol de la salle de bal. Et mon Dieu, ça faisait du bien. Belle me rattrapa quelques instants plus tard, ses talons claquant sur le marbre derrière moi, un battement de cœur saccadé d'inquiétude. Elle n'a pas parlé tout de suite, et moi non plus. Nous sommes restés là, les deux frères et sœurs de Reed, sans prétention, regardant une ville qui ne se souciait pas des décombres que nous laissions derrière nous. J'ai enfoncé mes mains profondément dans les poches de mon pantalon de costume, faisant rouler mes épaules en arrière, les sentant se desserrer comme elle ne l'avait pas fait depuis avant que Mika ne tombe malade. Je suis désolé, dit enfin Belle, sa voix faible, étouffée par une culpabilité qu'elle ne devait pas. J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû le voir. Je secouai lentement la tête, regardant toujours droit devant moi la vallée qui se bousculait pour ramener la Maserati argentée d'un couple. Tu as vu, dis-je, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Tu ne voulais tout simplement pas y croire. Elle tressaillit, comme si je l'avais frappée. Mais je n'essayais pas d'être cruel. J'étais fatigué des mensonges, fatigué de me plier en bretzel pour protéger des gens qui ne méritaient pas cet effort. Pendant des mois, j'ai transformé la vérité en quelque chose de presque acceptable, me persuadant, Brendan et Savannah ne franchiraient jamais cette ligne, que j'étais juste paranoïaque, fou de chagrin, voyant des ombres là où il n'y en avait pas. Il s'avère que j'avais eu raison de me méfier. Je n'avais tout simplement pas assez confiance en moi. Je l'aimais, tu sais, dit Belle en enroulant ses bras autour d'elle pour se protéger du froid, pas comme ça. Mais il a toujours été celui qui m'a donné l'impression que nous étions une équipe, toi, moi, Brendan, contre le monde. Un rire amer m'échappa avant que je puisse m'arrêter. Il s'avère qu'il s'assurait simplement que nous ne nous retournions jamais contre lui. Elle me regarda alors, les yeux écarquillés et humides, dans la lumière vacillante. Mais comment fais-tu pour ne pas le perdre en ce moment? J'ai tourné mon visage vers le ciel, respirant le froid jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Je l'ai déjà fait, dis-je doucement. Et quand Mika est mort, quand Savannah a commencé à disparaître pour des courses qui prenaient toute la nuit, quand Brendan a cessé de répondre à mes appels parce qu'il était occupé avec son travail, j'ai tout perdu puis ce soir. Les clés du voiturier. De l'autre côté de la rue, un sans-abri poussait un caddie rempli de canettes claquantes et de couvertures en lambeaux. La vie continuait, indifférent à l'implosion qui se produisait à l'intérieur des murs dorés du grand Ashford. « Tu n'es pas obligé de continuer à les porter, dit Belle après un moment, la voix tremblante. Vous n'êtes pas obligé de continuer à en porter. Je me tournai alors complètement vers elle, la voyant vraiment, la petite sœur qui me suivait partout avec les genoux écorchés et les grands yeux adorateurs, celle qui croyait en la magie longtemps après que nous autres ayons appris mieux. Elle était devenue quelqu'un d'assez courageux pour me poursuivre dans la tempête ce soir, et rien que pour cela, je lui devais son honnêteté. Je sais que j'ai dit simplement « j'ai fini ». Et je le pensais. À ce moment-là, la clarté était froide et absolue.
Je ne connaissais pas Brendan, mon silence. Je ne connaissais pas Savannah, mon pardon. Je ne connaissais pas mes parents, leur image familiale soignée et soignée qui s'était pourrie de l'intérieur bien avant ce soir. Je ne connaissais personne, rien qui m'a coûté ma tranquillité. Les portes de l'hôtel se sont ouvertes derrière nous avec fracas et un éclat de bruit s'est répandu, des cris de confusion, les conséquences chaotiques de la vérité ont explosé dans une pièce pleine de mensonges fragiles, le nom de Brendan a résonné une fois, deux fois, quelqu'un criant de panique ou de colère. Je n'ai même pas regardé en arrière. Belle le fit brièvement, sa bouche se resserrant en une ligne dure. Ils vont te blâmer, tu sais, dit-elle doucement. J'ai souri d'une chose lente et sinistre. Ils peuvent essayer. Elle s'est rapprochée, a touché mon bras, hésitante, tu n'es pas seul, Nolan. Vous ne l'avez jamais été. Pour la première fois depuis longtemps, je la croyais. Le voiturier s'approcha maladroitement, s'éclaircissant la gorge, tendant un ticket dans une main. Et puis-je vous appeler un taxi, monsieur? Je secouai la tête. Je ne voulais pas monter dans une voiture. Je ne voulais pas rester assise avec toute cette électricité qui bourdonnait sous ma peau. J'avais besoin de bouger, de respirer, de me rappeler que j'étais toujours en vie, toujours capable de m'éloigner de l'épave sans la traîner avec moi. Je vais marcher, dis-je en remettant mes mains dans mes poches. Merci. Riel hésita, puis hocha la tête en comprenant. Elle tendit la main et déposa un baiser sur ma joue, féroce et soudain, appelle-moi demain, je le ferai. Elle m'a regardé encore un moment, comme si elle voulait dire autre chose, mais à la fin elle m'a laissé partir. J'ai tourné le dos à l'hôtel, aux décombres, aux gens qui se précipitaient pour sauver le peu qui restait de leurs précieuses illusions. Mes chaussures heurtaient le trottoir à un rythme régulier. Chaque étape est un petit acte de réclamation provocateur. Le froid s'est infiltré plus profondément dans mes os, mais je l'ai bien accueilli. Cela m'a permis de rester alerte. Cela m'a rappelé que je pouvais ressentir autre chose que de la rage et du chagrin. Cela m'a rappelé que j'étais toujours là. J'ai marché dans la nuit, laissant derrière moi des verres brisés et des masques brisés. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où je suis arrivé dans mon appartement à moitié gelé après une longue marche, le cœur encore battant à cause des retombées derrière moi, la ville à l'extérieur s'était installée dans son bourdonnement habituel de minuit. Des feux de circulation clignotaient dans des rues désertes, la sirène occasionnelle retentissait au loin. Boston a toujours dormi avec un œil ouvert. J'ai déposé mes clés sur la table de l'entrée, j'ai enlevé ma veste et je suis resté silencieux pendant un long moment, écoutant le gémissement silencieux des vieux radiateurs et le léger bourdonnement du réfrigérateur. Cela aurait dû être réconfortant. Cela aurait dû suffire à apaiser le chaos qui régnait dans ma poitrine. Mais la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve simplement parce qu'on enlève ses chaussures et qu'on verrouille la porte. Parfois, le fantôme passait quand même. Je me suis dirigé vers la cuisine en pilote automatique, sortant une bouteille de whisky à moitié vide du placard. Alors que je me versais 2 doigts dans un verre, mon téléphone sonna sur le comptoir. Une fois, 2 fois, puis encore et encore. Je fronçai les sourcils, posant la bouteille plus fort que nécessaire, le liquide ambré débordant sur le bord. J'ai essuyé ma main sur mon jean et j'ai attrapé le téléphone. 52 notifications, SMS, appels manqués, emails, ping sur les réseaux sociaux dont je ne m'étais pas soucié depuis des mois. Mon estomac se tordit lorsque j'ouvris l'écran. Un barrage de discussions de groupe défila devant mes yeux, Belle, Maya, et même d'anciens amis du lycée dont je n'avais plus entendu parler depuis les funérailles de Mika. Et puis je l'ai vu, une vignette vidéo, moi debout dans la salle de bal du Grand Ashford, le verre élevé, les lustres flous comme des étoiles derrière moi. Broder expose une foire lors d'un mariage de la haute société de Boston. Le titre a été projeté. J'ai cliqué sur jouer avec les doigts engourdis. J'étais là, figé dans le temps, les épaules carrées, la voix ferme, faisant exploser la façade soigneusement construite de ma famille avec une phrase impitoyable. Même à travers les images granuleuses du téléphone, le halètement de l'invité a frappé comme un raz-de-marée. Cria Lily, le prêtre sortant sans un regard en arrière, les coupes de champagne glissant de ses mains abasourdies. Tout était là, brutal, vrai sans filtre. J'ai fermé la vidéo et fait défiler davantage. Plus de messages, plus de titres. Le mariage de l'élite de Boston se termine par un scandale après que le frère du marié a révélé sa liaison. La justice pour Mika était à la mode. Des milliers de publications inondent Twitter, Instagram, TikTok.
des inconnus republient mes mots, des amis me taguant avec les poings levés en signe de solidarité numérique, des mèmes, des hashtags, des duos TikTok de filles pleurant dans leur téléphone en déclarant que j'étais un héros pour avoir défendu mon fils, pour avoir refusé de garder le silence. Les médias se démènent pour confirmer les identités, certains brouillent les visages, d'autres ne s'en soucient pas du tout. Le sourire poli et prêt pour l'appareil photo de Brendan me regardait depuis des articles plus anciens, côte à côte avec des captures d'écran des photos Instagram de Savannah, des instantanés glamour de fêtes et de vacances, et de toutes les nuits. Elle a dit qu'elle était trop fatiguée pour rentrer à la maison. Et en dessous, tous les commentaires s'accumulaient, interminables et vicieux. Comment un frère peut-il faire ça? J'espère que les tricheurs perdront tout. Mika méritait mieux. Ma gorge se serra. J'ai pressé le talon de ma main contre mes yeux, prêt à brûler. Je n'avais pas fait ça pour validation. Je n'avais pas fait exploser le mariage de Brendan pour les applaudissements. Je l'avais fait parce que je ne supportais plus d'avaler le poison, parce que la mémoire de Mika méritait mieux que les murmures, la pitié et les mensonges polis. Un autre message est apparu, « Belle, appelle-moi quand tu vois ça, s'il te plaît. » Avant que je puisse répondre, un autre appel retentit vers un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis à un autre et encore un autre. Le monde ne se contentait plus de chuchoter, il criait. Je me suis affalé sur le canapé, le verre de whisky suspendu à mes doigts, intact. Mon téléphone sonna à nouveau, vibrant sur la table basse comme une guêpe coincée dans un bocal. Ce n'était pas que des ragots, c'était un règlement de compte. Et d'une manière ou d'une autre, c'est impossible, je n'étais pas un méchant. Cette fois, j'étais le frère qui disait la vérité alors que tout le monde continuait à peaufiner le mensonge. Un sourire lent et sinistre s'étira sur ma bouche. C'était une chose étrange de sentir la marée tourner sous vos pieds, de réaliser pour une fois qu'elle vous faisait avancer au lieu d'essayer de vous noyer. Je posai le whisky et m'appuyai contre le cuir usé, laissant ma tête basculer contre le coussin du canapé. La pièce autour de moi devint floue, les bords s'adoucissant dans la pénombre. Je pouvais encore entendre le rire de Mika au fond de mon esprit, vif et bouillonnant, la façon dont il avait l'habitude de se jeter dans mes bras après une longue journée à l'hôpital. Il aurait été fier, non pas parce que j'avais humilié Brendan, non pas parce que le monde le voyait enfin tel qu'il était, mais parce que j'avais finalement pris notre défense tous les deux. Un autre pigne, un vieux copain d'université cette fois, Nolan. Fier de toi, mec, attendu depuis longtemps. Tu méritais mieux. Mika méritait mieux. J'ai dégluti avec difficulté, malgré le nœud dans ma gorge. Oui, nous l'avons fait. Je n'étais pas stupide. Je savais que la tempête ne faisait que commencer. Brendan riposterait, Savannah raconterait sa propre histoire. Mes parents odieux, mes parents appelaient, plaidaient, grondaient, exigeaient. Je m'excuse d'avoir diffusé du linge sale en public. Leur version de l'amour avait toujours été transactionnelle, mesurée en apparence et en alliance. Ils ne comprendraient pas pourquoi j'avais choisi la vérité plutôt que le décorum. Ils ne l'ont jamais fait. Mais pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvenais, je m'en fichais. Laissez-les faire rage, laissez-les comploter, laissez-les essayer de sauver leur réputation avec des mensonges doux et des sourires pratiques. Je ne jouais plus à leur jeu. J'en avais fini de me sacrifier sur l'autel de leurs attentes. J'ai remonté la page des tendances une fois de plus, regardant la crête de la vague du titre plus haut, plus forte. Quelqu'un avait lancé un GoFundMe pour les pères célibataires élevant la prochaine génération de Mika. C'était absurde. C'était beau, c'était désordonné, humain et réel. D'une certaine manière, rien de mon ancienne vie n'avait jamais été. Le monde s'était ouvert ce soir et pour une fois j'étais sur le côté, debout dans la lumière. J'ai penché la tête en arrière et j'ai ri. Le son était rauque et incrédule, dans la pièce vide. Ce n'était pas de la joie, pas encore, mais c'était quelque chose de proche, quelque chose qui avait le goût de liberté. Laisser Internet rugir, laisser la vérité se déchaîner. Je n'avais plus peur. Le matin se prolongeait dans l'après-midi. Avant de finalement me décoller du canapé, mon téléphone était mort peu après 3 heures du matin, bourdonnant à mort avec un flot incessant d'appels, de SMS et de mentions. Lorsque je l'ai rebranché, il s'est allumé comme une machine à sous, les notifications affluant plus rapidement que je ne pouvais les traiter. Quelque part entre les mêmes, les articles de presse et les demandes de DM d'étrangers qui pensaient soudain connaître mon histoire. Le nom de Belle revenait sans cesse. Quand je l'ai finalement appelée, elle n'a pas perdu de temps en plaisanterie.
Maya et moi avons trouvé quelque chose. Dit-elle, la voix coupée, urgent, vous allez vouloir vous asseoir. J'étais déjà en train de m'enfoncer dans le canapé, me préparant au nouveau coup qui allait arriver. Poursuivre. Belle hésita un instant, comme pour me donner une dernière chance de reculer. Puis elle plongea en avant. Savannah n'était pas la première de Brinden et elle n'était certainement pas la seule. Les mots restaient entre nous, lourds et laids. Je serrai la mâchoire, me forçant à garder le silence. Pour la laisser finir, Maya a parlé à quelques personnes. Belle continua doucement. Elle a encore beaucoup de relations depuis l'époque où elle travaillait sur des événements pour Ashford. Elle a contacté quelques anciennes petites amies de Brinden, même son ex-fiancé. J'ai fermé les yeux brièvement. Je savais déjà où cela allait me mener, mais en l'entendant à voix haute, j'ai tordu le couteau plus profondément. 2 femmes se sont manifestées. Lui dit Belle, sa voix s'adoucissant. L'un d'eux, elle était fiancée à Brie Caldwell. J'ai rouvert les yeux en regardant les fissures de mon plafond. Brie Caldwell, le fiancé de Maya. Solide, fiable, un gars qui faisait en sorte que la loyauté paraisse facile. Et Brinden s'en était aussi pris à sa femme. Même histoire, Belle a dit, charme, manipulation, mensonge, agir comme s'il les sauvait de quelque chose, pour ensuite se retourner et détruire leur vie. Mon estomac s'est transformé en une nausée qui m'a parcouru comme une marée. Depuis combien de temps le sais-tu? Elle se hérissa. Pas à propos de ça, je jure que je ne savais pas que c'était si profond, c'est juste que... Je savais que Brinden n'était pas le Golden Boy que tout le monde pensait. Je savais qu'il mentait parfois, mais je ne réalisais pas à quel point il pourrissait en dessous. Je l'ai cru. Dieu m'aide. Je l'ai fait. Belle avait toujours voulu voir le meilleur de nous, même lorsque les preuves la suppliaient de ne pas le faire. « Que veux-tu en faire » demanda-t-elle timidement. J'ai regardé le téléphone dans ma main, le petit curseur clignotant qui attendait que je dise quelque chose. Rien. J'ai repensé au ricanement de Brendan hier soir, à la façon dont il essayait de réécrire l'histoire avec des excuses à moitié cuites. J'ai pensé à Mika. Presque toutes les nuits, j'étais assis dans cet hôpital, priant pour un miracle pendant que ma femme trouvait du réconfort dans les bras de mon frère. Je ne veux pas de vengeance, dis-je lentement, me surprenant moi-même, avec la certitude dans ma voix. Je veux juste que la vérité soit diffusée. Pas de manipulation, pas de dissimulation. Belle expira en tremblant. D'accord, je peux t'aider avec ça. Maya le peut aussi. Une nouvelle vague de gratitude m'envahit, douce amère et douloureuse. J'avais passé si longtemps à penser que j'étais seul dans les décombres. Mais peut-être que non. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait encore des gens prêts à se tenir dans le feu avec moi. Nous avons convenu de nous rencontrer plus tard dans l'après-midi. Maya avait tout compilé, témoignages, captures d'écran, chronologie. Elle était méticuleuse, ses instincts aiguisés par des années passées à naviguer dans les champs d'esprit brillants de la société. Quand nous nous sommes assis dans son petit appartement encombré, elle a tout exposé sur la table basse comme des preuves dans une salle d'audience. Voici la chronologie avec Savannah, dit-elle en tapotant une pile de papier. Et voici tout ce que nous avons trouvé sur les autres, femmes différentes, même schéma, amour, bombardement, isolement, tricherie, mensonge, fantôme. J'ai parcouru les dossiers, mon estomac se durcissant comme de la pierre. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une pathologie. Il ne se soucie pas de qui il blesse, murmurai-je. Maya acquiesça sombrement. Il est assez charmant pour vous faire croire que c'est de l'amour. Jusqu'à ce qu'il en ait fini avec toi. Je me penchai en arrière et passai une main sur mon visage. Tout était là, mis à nu en noir et blanc, le véritable héritage de Brinden. Pas le Golden Boy, pas l'architecte des rêves, juste un homme qui se nourrissait d'admiration, qui creusait les gens les plus proches de lui jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des ruines. « Que veux-tu faire » demanda doucement Maya. « Nous pouvons le divulguer de manière anonyme. Vous n'êtes jamais obligé d'y inscrire votre nom. » J'ai regardé à nouveau les dossiers, les vies que Brinden avait déracinées sans réfléchir, les décombres qu'il avait laissés derrière lui, toujours en route avant que la poussière ne retombe. « Non, dis-je doucement. Pas de fuites anonymes, pas de jeu. » Belle m'a surpris. « Tu es sûr, j'en suis sûr. » J'ai rencontré leurs yeux fixes. Si la vérité éclate, elle éclate dans le bon sens. Plus de cachette,
Plus de demi-vérité. Ils acquiescèrent tous les deux. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis quelque chose de solide sous mes pieds. Nous avons passé les heures suivantes à élaborer une stratégie sur la manière de présenter l'information de manière claire et honnête, et de nous assurer qu'elle n'était pas transformée en campagne de diffamation. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de clarté, de protection de la prochaine personne qui pourrait tomber sur l'orbite de Brendan, aveugle et confiante. Au moment où j'ai quitté l'appartement de Mia, le soleil baissait, projetant de longues ombres sur les rues de la ville. J'ai marché lentement, respirant l'air frais, sentant le changement en moi s'installer plus profondément. Ce n'était plus de la colère. Ce n'était même pas une douleur. C'était le détachement. C'était l'acceptation. Brendan avait fait ses choix. Désormais, il vivrait avec les conséquences. J'ai mis mes mains dans les poches de ma veste et j'ai tourné le coin vers mon immeuble, un léger et sombre sourire tirant sur ma bouche. Déterrer la pourriture n'était pas joli, mais c'était nécessaire, et je n'avais plus peur du désordre. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures se transforment en un véritable effondrement. En une semaine, la vie de Brendan, sa vie soigneusement organisée et douloureusement polie, a commencé à se dévoiler aux yeux du public. Tout a commencé modestement, comme c'est souvent le cas, un client par-ci, une rumeur murmurée par-là, de petites fractures le long de la surface brillante qu'il avait passé des années à construire, mais une fois que la vérité a pris le dessus, elle s'est propagée comme un feu à travers les champs arides. Le premier article publié un mardi matin, l'architecture de Reed et Hartman fait l'objet d'un examen minutieux au milieu d'un scandale. Enfoui dans la section affaires, bien sûr, mais il était là, soulevant des questions sur l'éthique personnelle de Brendan et sur ce que cela disait de l'entreprise qu'il dirigeait. Les investisseurs n'avaient pas besoin de beaucoup plus. La moitié d'entre eux ont fui en quelques jours, invoquant des inquiétudes concernant leur leadership, leur stabilité et leur image publique. Risque en termes d'entreprise, nous ne voulons pas que votre scandale touche nos portefeuilles. Jeudi, le père de Lily, Charles Hartman, le même homme qui avait pratiquement adopté Brendan dans la famille comme un deuxième fils, a publié un communiqué de presse froid et soigneusement rédigé retirant tous les futurs investissements et partenariats avec l'entreprise de Brendan. Le sous-texte n'aurait pas pu être plus fort s'il l'avait crié à travers un porte-voix, Brendan Reed était toxique, désormais indigne de confiance, inemployable. Je l'ai regardé se dérouler de loin, me sentant étrangement détaché, comme un homme debout sur un rivage regardant un navire en qui il avait autrefois confiance couler sous les vagues. Je ne me suis pas réjoui, je n'ai pas porté un toast à sa chute. J'ai simplement observé le château de cartes s'effondrer, une couche tremblante à la fois. Lily a demandé l'annulation à peine 2 mois après le mariage. Cela n'a jamais vraiment été le cas. Les journaux ont fait le tour du web. Quelqu'un les a divulgués. Naturellement, sous motif d'annulation, elle avait écrit 2 mots dévastateurs, tromperie irréconciliable. Savannah a essayé de tendre la main à peu près au même moment. C'était d'abord un message texte, décousu, ponctué de fautes de frappe, le genre de choses qu'on envoie quand on est à moitié bu une bouteille de vin bon marché et que l'on nage dans le regret. Puis des messages vocaux, de longs monologues sinueux où elle oscillait sauvagement entre excuses et accusations. J'ai fait des erreurs, Nolan, mon Dieu, je le sais. Mais il faut comprendre. Il ne s'agissait pas seulement de Brendan. J'étais seul. Tu n'as jamais été à la maison, Mika. Sa voix y brisait à chaque fois, comme si elle ne savait toujours pas comment parler de l'enfant qu'elle avait abandonné bien avant qu'il ne rende son dernier souffle. Je n'ai jamais répondu. J'ai écouté chaque message une fois, puis je l'ai supprimé. La laisser revenir, même par pitié, même par chagrin partagé, serait comme recoudre une blessure par balle avec des toiles d'araignée, ça ne tiendrait pas, ça ne ferait que s'envenimer. Elle ne s'est pas arrêtée. Quelques jours plus tard, un autre message vocal, plus dur cette fois, tu penses que tu es meilleur que moi maintenant. Vous pensez que vous êtes une sorte de martyr. Tu étais aussi brisé que moi, Nolan, tu as juste mieux réussi. Peut-être qu'elle avait raison à certains égards, peut-être que j'avais été brisé, mais contrairement à elle, je n'avais pas essayé de combler le vide par la trahison. J'ai bloqué son numéro. Après cela, Mika méritait plus que des parents qui nourrissaient leur chagrin d'excuses. J'ai passé mes journées à reconstruire ce qui restait de ma propre vie. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas rapide, mais c'était réel. J'ai commencé de petites réunions avec Maya à propos de la start-up immobilière, des dîners décontractés avec Belle et sa fiancée. J'ai réparé la charnière cassée de la porte de mon appartement. J'ai remplacé les ampoules mortes de la lumière du couloir.
J'ai vidé le placard de Mika, sans l'effacer, mais en l'organisant en quelque chose qui honore sa mémoire, au lieu de le piéger dans la poussière et le chagrin. Chaque petit acte était une sorte de prière, une manière de dire « Je suis toujours là, j'essaie encore ». Un soir, alors que je fouillais dans une boîte de vieilles photos, j'ai trouvé une photo de Mika lors de sa 3e fête d'anniversaire, du glaçage au chocolat étalé sur son visage, un casque de pompier en plastique tordu sur la tête, un grand sourire. On aurait dit que tout son corps souriait. J'étais assis par terre à regarder cette photo, la douleur vive et lumineuse dans ma poitrine. J'ai laissé venir les larmes. Cette fois. Je ne les ai pas combattues, je ne les ai pas bousculées. Je les laisse me traverser, propres et vivifiantes. C'était du chagrin, c'était de l'amour. C'était ce que signifiait survivre. Brendan, quant à lui, s'effondrait en temps réel. Chaque fois que je consultais l'actualité ou ce qui n'était pas fréquent, il y avait un autre titre, un autre contrat perdu, un autre client rompant ses liens. Il a tenté de présenter des excuses publiques par l'intermédiaire de son cabinet de relations publiques, mais cela s'est retourné contre lui de manière spectaculaire. Trop scénarisé, trop creux. Le monde était déjà passé des charmants menteurs. Maintenant, il voulait l'authenticité ou la rédemption au gagné, pas acheté, et Brendan ne savait pas comment leur donner cela. Il a également essayé de tendre la main une fois. Un seul email posé dans ma boîte de réception comme une mine antipersonnelle. Sujet, on peut parler? Aucun corps de texte, aucune explication, juste une blessure ouverte posée à mes pieds. Je n'ai pas répondu. Il y a des choses dont on ne revient pas. Il y a des trahisons si complètes qu'elles brûlent le pont, la rivière en dessous et le sol même de chaque côté. Qu'il fonde ses excuses sur des cendres ailleurs. J'étais occupé à poser des fondations sur des bases solides. À la fin du mois, Reed et Hartman ont annoncé une restructuration de la direction. Le nom de Brendan a disparu du site web en quelques jours. Des rumeurs disaient qu'il avait complètement fui Boston, s'éclipsant comme une ombre à l'aube. Bien, laissez-le courir. Laissez-le passer le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, en se demandant quand la prochaine partie de son empire s'effondrerait. Quant à moi, j'en avais assez de regarder en arrière. J'avais survécu à la pire nuit de ma vie. J'avais survécu à la pire forme de trahison et j'étais toujours debout, peut-être un peu marqué, peut-être un peu plus lent à faire confiance, mais néanmoins debout. L'air du matin était suffisamment vif pour mordre. Le genre de froid qui s'enfonçait à travers votre veste et directement dans vos os. Cela ne me dérangeait pas. Cela semblait honnête d'une certaine manière, le froid ramenant tout à ce qui était réel. Je me tenais au bord du petit cimetière, niché à l'arrière de l'église Saint-Augustin, la petite voiture préférée de Mika, fermement serrée dans ma main. Il était désormais lisse et usé. La peinture rouge s'écaillait à cause d'une centaine de petits chocs contre les carreaux de la cuisine et les tables basses. J'en traçais distraitement la courbe avec mon pouce tandis que je marchais entre les rangées de pierres tombales, chacune étant un témoignage silencieux des personnes que nous avons aimées et perdues. La tombe de Mika se trouvait près du mur du fond, sous un chêne épineux qui perdait toujours ses feuilles tôt, comme si même l'arbre ne pouvait pas supporter le poids de tenir trop longtemps. Je m'arrêtais à quelques mètres, ma respiration se courbant dans l'air froid, mon cœur battant lentement et régulièrement dans ma poitrine. La pierre tombale était simple, exactement comme je l'avais voulu, son nom, ses dates de naissance et de décès et une seule ligne en dessous, tu étais aimé au-delà de toute mesure. Je m'accroupis et plaçai soigneusement la petite voiture à la base de la pierre. Pendant un long moment, je suis resté assis là, le silence m'enveloppant comme une seconde peau, pas de foule, pas de caméra, pas de jugement murmuré, juste moi et mon garçon et le grand ciel ouvert au-dessus de nous. Et, Mika, dis-je, ma voix rauque, s'accrochant au bord de vieilles blessures qui ne guériraient jamais complètement. Je t'ai apporté ton préféré. Rappelez-vous comment vous aviez l'habitude de courir sur le sol du salon, comment vous aviez l'habitude d'émettre ce cri à chaque fois que vous preniez un virage trop vite. Je souris. Le souvenir si vif que je pouvais presque l'entendre. Le rire aigu qui suivait toujours la façon dont tout son corps bougeait de joie. Il m'a frappé à la poitrine comme un marteau, tranchant et brillant, mais il ne m'a pas renversé. Cette fois, ça m'a retenu. Tu me manques, dis-je simplement. Pas de poésie, pas de prétention, juste la vérité, aussi brute et pure que l'air froid qui remplit mes poumons. Tu me manques tous les jours. Un corbeau cria quelque part au-dessus de sa cause brutale, briséant le silence. J'ai incliné la tête en arrière et je l'ai regardé tourner une fois avant de disparaître derrière les arbres. La vie a continué.
Même ceux qui sont restés sur place ont fini par réapprendre à respirer. D'une manière ou d'une autre, j'ai tendu la main et j'ai brossé quelques feuilles perdues de la pierre. Mes doigts sont engourdis mais stables. Les choses ont été compliquées, je l'admets. Tu sais. Probablement déjà que tu as toujours été le plus intelligent entre nous. J'ai ri dans ma barbe. Leçon, fragile mais réelle. Mais je l'ai fait, gamin. J'ai finalement arrêté de prétendre que tout allait bien. J'ai arrêté de les laisser raconter notre histoire. Le vent s'est levé, faisant bruisser les branches d'ours au-dessus de nous. Je fermai les yeux un instant, laissant le son m'envahir. Ce n'était pas la voix de Mika, ce n'était pas un signe magique, mais c'était suffisant pour avoir l'impression qu'il faisait toujours partie de ce monde, d'une manière ou d'une autre encore cousu dans le tissu de mes jours d'une manière qu'aucune trahison ne pourrait jamais déchirer. Je vais aller mieux, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Ou pour toi, pour moi, je vais vivre une vie dont tu serais fier, une vie construite sur la vérité, pas sur des mensonges et des illusions. Les mots étaient comme une promesse gravée dans mes os. Je suis resté là encore un moment, à parler de petites choses, de Belle et Maya et de la nouvelle entreprise que nous essayions de construire, de l'apparence de la ville à l'automne, dorée, cassante et belle d'une manière qui te brise le cœur, si tu le permets. Je lui ai parlé de la petite librairie que j'ai trouvée à l'automne. Sur Charles Street, celle avec les étagères tordues et le vieux chat grincheux qui dormait sur le comptoir, à peu près en chemin. J'ai finalement dormi toute la nuit à plusieurs reprises le mois dernier sans me réveiller en sursaut au son des bips des machines dans mes rêves. Je lui ai tout dit parce qu'il méritait de savoir, parce que quelque part au fond de moi, j'avais besoin qu'il sache. Quand le soleil a finalement percé les nuages gris, dessinant de longues traînées de lumière sur le sol, je me suis levé, effleurant lentement le sol. La saleté de mes genoux. J'ai posé ma main à plat contre la pierre froide une dernière fois, fermant les yeux. Je t'aime, Mika, j'ai dit que je le ferais toujours, et puis je me suis retourné et je suis parti, non pas parce que je le laissais derrière moi, mais parce que le porter en avant signifiait ne pas rester immobile. Alors que je retournais vers la porte principale, mon téléphone sonna dans ma poche. Je l'ai ignoré. Quoi qu'il en soit, cela pourrait attendre. Aujourd'hui, ce n'était pas une question de bruit. Il ne s'agissait pas des conséquences, ni de l'avenir, ni des exigences infinies d'un monde qui voulait toujours quelque chose de plus. Aujourd'hui, il s'agissait de me rappeler qui j'étais, qui j'avais été et qui j'étais enfin en train de devenir. Le vent m'entourait alors que je marchais sur le trottoir, froid, propre et plein de possibilités. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose s'installer en moi, non pas le poids lourd et suffocant du chagrin, mais quelque chose de plus léger, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. J'ai mis mes mains dans les poches de ma veste, plissant les yeux sous le pâle soleil d'automne. Voyons la suite, mon pote, murmurai-je. Et je le pensais vraiment, parce que c'était le début, non pas d'oublier mais d'honorer, de vivre d'une manière qui transformait chaque morceau brisé en quelque chose de plus fort, quelque chose sur lequel il valait la peine de construire, quelque chose de réel. Il est arrivé tard un jeudi soir, le dernier appel que je savais être inévitable mais j'espérais qu'il n'arriverait jamais. Je venais de rentrer d'une longue journée à aider Maya et Belle à installer le nouvel espace de bureau de la start-up. Une vieille boulangerie transformée en siège social de fortune, avec de la peinture écaillée, une porte d'entrée tenace et juste assez de cœur pour que cela ressemble au début de quelque chose de bien. J'étais fatigué, terriblement douloureux, le genre de fatigue qui s'enfonçait dans vos os et vous tirait sur le canapé avant même que vous pensiez à préparer le dîner. Le téléphone sonna sur l'écran de la table basse, éclairant le salon sombre. Je n'y ai même pas jeté un coup d'œil au début, supposant qu'il s'agissait d'un autre message de Belle en fin de soirée me rappelant d'apporter des chaises supplémentaires demain ou d'une alerte d'information, je m'en fichais. Mais comme le bourdonnement ne s'est pas arrêté au d'abord l'appel, puis la notification de la messagerie vocale j'ai finalement décroché, numéro inconnu. Je l'ai regardé un instant, le pouce au-dessus de l'écran, je savais déjà certaines choses que vous ressentiez dans vos tripes avant même que votre cerveau ne rattrape son retard. Contre mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur play sur la messagerie vocale. La voix de Brendan remplit la pièce, rauque et tendue, comme un homme essayant de remonter une falaise qu'il n'avait pas à escalader. Nolan, c'est moi. Écoute, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je comprends. J'ai foiré. Mon Dieu, est-ce que j'ai fait une erreur? Il rit légèrement. Un son creux et brisé qui fit dresser les poils de mon bras. J'ai tout perdu. Lily est partie. L'entreprise est une blague. La moitié des gens que je pensais être des amis ne répondront même pas à mes appels.
Je. Il s'interrompit un moment, respirant lourdement dans le combiné comme s'il avait du mal à trouver les mots. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne suis pas assez stupide pour penser que c'est sur la table. C'est juste que je ne sais pas. Je suppose que je voulais juste te dire que tu es toujours mon frère, peu importe ce qui s'est passé, peu importe à quel point j'ai foiré. Une autre respiration irrégulière. Tu me manques, mec. Nous me manquons. Je m'ennuie avant. Tout a été tellement gâché. Nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons le réparer. S'il vous plaît, rappelez-moi. Le message vocal se termina par un léger clic, laissant l'appartement incroyablement silencieux. J'étais assis là, à regarder le téléphone dans ma main, ne ressentant absolument rien, pas de montée de colère, pas de nouvelle trahison, juste un calme étrange et creux. Autrefois, il y a bien longtemps, un appel comme celui-là m'aurait vidé. Une fois que j'aurais laissé tomber tout ce qui était à ses côtés, cru que l'amour et le sang suffisaient à réparer quoi que ce soit, j'aurais pris le blâme qu'il ne pouvait pas supporter, porté le fardeau qu'il refusait d'assumer, joué le rôle du frère qui pardonne, parce que c'est ce dans quoi j'avais été élevé en croyant. La loyauté ressemblait, mais plus maintenant. Certaines trahisons étaient trop complètes. Certaines blessures ne saignaient plus car elles s'étaient déjà transformées en tissu cicatriciel. Je n'ai même pas eu besoin d'y penser. J'ai supprimé le message vocal. Aucune seconde écoute, aucune hésitation, aucun envoi à Belle ou Maya pour leur demander ce qu'elles pensaient que je devrais faire. Je n'avais besoin de la permission de personne d'autre pour protéger ma propre paix. La famille n'a pas excusé la trahison. Le sang n'a pas excusé le couteau dans le dos. Je m'appuyais contre le canapé, expirant lentement, sentant le poids de ce dernier au revoir s'installer sur moi comme une couverture, pas lourd, pas suffocant, juste définitif. Je n'étais plus en colère contre Brinden. C'était la partie la plus étrange. Je n'étais ni furieux, ni endolori, ni désespéré de lui faire comprendre la douleur qu'il avait causée. Je n'avais besoin de rien de sa part, ni d'excuses, ni d'explications, ni même de ses regrets. Il pourrait le garder. Il pourrait tout garder. J'ai pris la télécommande et allumé la télévision, laissant des bavardages stupides de sitcom remplir la pièce. Je ne regardais pas vraiment, je laissais juste la vie bourdonner autour de moi, un doux rappel qu'elle continuait d'avancer, que l'on s'accroche au passé ou non. Par habitude, j'ai jeté un nouveau coup d'œil à mon téléphone, m'attendant à moitié à un autre message, à une autre prise désespérée du lien effiloché qui nous séparait. Mais l'écran est resté sombre. Bien, cette attache avait été coupée proprement. J'ai pensé à Mika, à la façon dont il me serrait si fort la main lorsque nous traversions la rue, me faisant confiance pour assurer sa sécurité. Je considérais désormais cette confiance non pas comme un poids, mais comme une boussole, une voie à suivre. Mika m'avait fait confiance pour le protéger. Même maintenant, il me faisait confiance pour me protéger, pour mieux choisir, pour vivre mieux. Je me suis levé du canapé, j'ai étiré la raideur de mes membres et je me suis dirigé vers la fenêtre. La ville s'étendait sous moi, scintillante et agitée. Quelque part là-bas, Brinden était probablement assis dans un bar, nourrissant un autre regret qu'il ne savait pas comment porter, ou peut-être qu'il était déjà en train de préparer ses affaires, fuyant les ruines de sa propre fabrication. Cela n'avait pas d'importance. Son histoire n'était plus la mienne. J'ai appuyé mon front contre le verre frais et j'ai fermé les yeux pendant un moment, laissant le calme s'infiltrer dans les endroits qui semblaient encore tendres et crus. C'était le dernier appel, pas seulement de lui, du passé, de la vie que je pensais que nous partagions, de l'illusion que l'amour seul suffisait à survivre à la trahison. J'ai rouvert les yeux, admirant l'étendue vaste et désordonnée de la ville. J'appelais toujours chez moi ma maison, ma vie inachevée, imparfaite et enfin la mienne. Je me suis détourné de la fenêtre, j'ai laissé le téléphone face contre terre sur la table et je me suis dirigé vers le lit, laissant la nuit emporter les paroles de Brinden dans le vent. Certaines choses ne méritaient pas de réponse, certaines choses n'avaient pas besoin d'être closes. Parfois, la survie était la fin et j'avais survécu. Tout recommencer ne s'accompagne pas d'une fanfare ou d'un grand moment cinématographique où la musique enfle et vous avancez avec confiance dans votre nouvelle vie. C'est plus silencieux que ça, plus petit. Vous vous réveillez un matin, réalisez que vous ne portez pas le même rocher sur votre poitrine et décidez de faire une bonne chose avec la journée devant vous. Ensuite, vous recommencez le lendemain et le lendemain, jusqu'à ce que lentement les pièces commencent à s'assembler pour former quelque chose qui ressemble à une vie. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Un matin,
je me suis retrouvé devant le petit bureau de Mia, autrefois une boulangerie, qui sentait encore légèrement les fleurs et les rêves, avec une grande boîte de fourniture de bureau bon marché sous l'un des bras, dans un sens réel et authentique, caché sous l'autre. Les partenaires, sourit Maya, ouvrant plus largement la porte grinçante. La petite cloche en laiton au-dessus sonnait au-dessus, prêt à construire un empire. J'ai ri, le son n'étant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Commençons par une connexion Wi-Fi stable. L'empire peut venir plus tard. À l'intérieur de l'endroit, c'était le chaos, des bureaux récupérés dans les vieux-greniers, des chaises d'occasion qui vacillaient si vous vous penchiez trop, une cafetière plus vieille que nous qui bafouillait courageusement dans un coin. Et pourtant, c'était bien, c'était réel. Pas de mensonges brillants, pas de masques polis, juste un travail honnête, des débuts honnêtes. Nous avons passé la matinée à déballer nos bagages, à installer les routeurs, à nous disputer pour savoir quels murs peindre et lesquels laisser. Avec charme, la belle vintage est arrivée vers midi avec une pizza, équilibrant les cartons graisseux dans une main et une bouteille de vin bon marché dans l'autre. Si nous devons souffrir, déclara-t-elle en fermant la porte d'un coup de pied derrière elle. Nous allons le faire correctement. Nous avons mangé les jambes croisées par terre, riant tous les trois devant des tranches de pepperoni enroulées sur les bords et un vin au goût de regret. Pas de prétention, pas de conversation prudente, pas de retour sur la pointe des pieds, juste une belle camaraderie désordonnée, imparfaite. À un moment donné, je me suis appuyé contre le mur de briques nues, regardant Belle et Maya se chamailler pour savoir quelle liste de lecture Spotify utiliser pour la bande originale du bureau, et ça m'a frappé. Était-ce pas la Vita pas accent grave l'œil que je pensais autrefois vouloir, construite autour de cocktails et de magazines, mais quelque chose de mieux, quelque chose de solide, une fondation, pas une façade. Plus tard, alors que la pizza était froide et la bouteille de vin vide, Maya a levé son gobelet en papier vers moi. Vers un nouveau départ, dit-elle. Je pétille. Belle fit teinter sa tasse contre la mienne. À la famille qui se présente quand cela compte. Ils me regardèrent alors tous les deux, attendant. J'ai hésité une demi-seconde, puis j'ai levé ma tasse bien haut. En vérité, j'ai dit, peu importe à quel point c'était compliqué, nous avons bu, et les rires qui ont suivi n'étaient ni creux ni forcés, ils étaient réels, résonnant sur les murs nus, remplissant les espaces vides en moi dont je n'avais même pas réalisé qu'ils attendaient encore d'être remplis. Au cours des semaines suivantes, le petit bureau est devenu quelque chose de tangible. Nous avons signé nos premières inscriptions, conclu nos premières ventes. Rien, d'énormes maisons de démarrage, des rénovations, des condos qui avaient besoin d'amour. Mais chaque transaction était une brique dans la nouvelle vie que nous construisions. Et je changeais aussi. J'ai recommencé à courir, ce que je n'avais pas fait depuis que la maladie de Mika avait englouti toutes mes routines. J'ai appelé ma mère, non pas pour discuter ou ressasser de vieilles blessures, mais pour lui dire simplement que j'allais bien et que je n'avais besoin de rien. Une frontière tracée doucement mais fermement. J'ai dit oui quand Maya m'a entraîné à des soirées quiz au pub en bas de la rue. Même si j'étais incapable de répondre à quoi que ce soit tant dehors de la géographie et des faits aléatoires sur les films des années 90, j'ai laissé Belle me convaincre de l'aider à adopter un chat borgne du refuge, une petite créature grincheuse nommée Captain, qui a immédiatement décidé que j'étais son humain et que personne d'autre ne comptait. Je n'ai pas effacé le passé. Je n'ai pas prétendu que Mika n'avait pas existé ou que Savannah et Brynden n'avaient pas brisé quelque chose de fondamental en moi. Je porte toujours ces vérités avec moi, mais ce n'était plus des poids. Ils faisaient partie de l'échafaudage, c'est en partie pour cela que je me tenais plus grand, maintenant, plus stable, un vendredi soir après une autre longue journée remplie de mauvais café et de bons contrats. Maya a fermé le bureau à clé et m'a donné un coup de coude. « Et pizza ?» a-t-elle demandé. J'ai ri. Est-ce même une question? Nous avons récupéré une tarte au coin de la rue, l'avons rapportée au bureau et nous sommes assis sur le toit sous les étoiles. La ville s'étendait autour de nous, bourdonnante, pleine d'histoires qui se déroulaient encore. « Tu es différent, tu sais ?» dit Maya après un moment en grattant sa croûte. « Ouais, j'en ai pris une bouchée, en mâchant pensivement. » Pourrait. Différent ou effrayant différent? Elle sourit doucement et sincèrement. Le genre de différence qui se produit lorsque vous arrêtez de saigner pour des personnes qui n'ont jamais pris la peine de vous apporter un pansement. J'ai avalé difficilement contre la boule qui s'est formée dans ma gorge de toutes les choses que j'avais perdues. C'était peut-être la chose la plus importante que j'avais retrouvée moi-même. Balafré, bien sûr, mais plus fort, plus sage, toujours debout, toujours espérant, toujours prêt à construire quelque chose de nouveau.
Je pense que Mika serait fière de toi, dit maman doucement, presque comme une confession. J'ai penché la tête en arrière, regardant les étoiles. Je l'espère. J'ai dit que je l'espérais vraiment. Le vent tourbillonnait autour de nous, frais et régulier, comme si la ville elle-même respirait avec nous. Je fermais les yeux, laissant le moment s'installer au plus profond de moi. Cela recommençait, non pas en fanfare ni en feu d'artifice, mais avec des pizzas, des rires, du vin bon marché et des amis restés lorsque le monde entier s'effondrait. C'est ainsi qu'on reconstruit une vie, une pièce honnête à la fois. C'est arrivé un soir, des mois plus tard, presque par hasard. Je n'avais pas prévu un grand pèlerinage ou ne cherchais pas à conclure comme un homme fouillant dans les cendres dans l'espoir de trouver de l'or. Je rentrais tout juste d'un rendez-vous tardif avec un client. La ville bourdonnait autour de moi, les lampadaires peignaient les trottoirs en or, l'air du début de l'hiver était suffisamment vif pour me faire resserrer ma veste autour de moi. C'était bien, honnête, comme tout ce qui s'était passé ces derniers temps. J'ai tourné un coin par habitude, suivant un itinéraire que je n'avais pas emprunté depuis longtemps, et le voilà, le grand Ashford Hotel, brillant sous les lumières de la ville comme une relique intacte d'une vie que je reconnaissais à peine. Ses piliers de marbre, ses lourdes portes vitrées, ses lustres scintillant dans le hall, le tout toujours debout comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était produit. Je me suis arrêté de l'autre côté de la rue, les mains enfoncées dans mes poches, étudiant le bâtiment de la même manière que vous étudiez quelque chose qui signifiait tout pour vous mais qui maintenant ne fait plus qu'une ondulation dans votre poitrine. Il n'y avait pas de colère qui serrait mes poings, pas de chagrin qui montait comme une marée dans ma gorge, juste une légère curiosité détachée. Le grand Ashford essayait toujours de porter fièrement sa couronne. Les invités se sont répandus sur les marches, vêtus de robes scintillantes et de smoking noirs, riant et posant pour des photos sous l'auvent, les voitures tournaient au ralenti devant les valets de trottoir faisant du jogging pour ouvrir les portes. C'était une soirée parfaite dans un monde construit sur les apparences. Mais le charme était rompu pour moi, il avait été rompu la nuit. Brendan a essayé de briller sous les projecteurs construits à partir de mon chagrin. Quand Lily a crié et que le champagne a coulé sur le sol et que le prêtre est sorti sans un mot, ce n'est pas seulement le mariage qui s'est terminé. C'était le mythe de la famille parfaite, le mythe selon lequel la loyauté sans respect suffisait, que le sang seul était plus épais que la trahison. J'ai changé de poids en regardant un jeune couple sortir de l'hôtel en titubant, riant trop fort, s'accrochant l'un à l'autre dans le froid. Tant mieux pour eux. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose de réel à l'intérieur de tout cet éclat. Je n'ai pas détesté le grand Ashford. Je ne détestais pas Brendan ou Savannah, ni même la version de moi-même qui était autrefois assis, figé à une table à l'intérieur, essayant d'empêcher un verre de whisky de glisser de sa paume moite. Je n'en avais tout simplement plus besoin. De l'autre côté de la ville, le nom de Brendan avait disparu des pages sociales. Pas plus. Articles sur papier glacé dans les magazines d'architecture. Fini les galas de charité. Avec son bras enroulé nonchalamment autour de la fille de quelqu'un d'autre, il était resté silencieux, comme un homme qui se retire d'une guerre qu'il a perdue mais qui est trop fier pour admettre qu'il a commencé. Les gens étaient partis sans lui, la ville elle-même le rejetant comme un souvenir trop gênant pour être pleuré. Cela me terrifiait que le monde puisse oublier si facilement. Maintenant, j'ai compris que c'était une question de survie. Parfois, oublier n'était pas une trahison, parfois c'était de la miséricorde. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le froid pénétrer dans mes poumons, clair et aigu. Je n'avais plus ma place ici, ni de ce côté de la rue, ni figé. Dans le passé, j'avais une nouvelle vie, maintenant, cousue à partir d'honnêteté et de petits débuts. J'avais une entreprise qui me rendait fier, des amis qui se présentaient, une famille qui n'exigeait pas mon silence en échange d'amour. Et j'avais Mika, pas comme autrefois, pas dans les rires nocturnes ou les doigts collants serrant ma main, mais de manière calme qui comptait encore plus, dans la force que j'avais apprise en lui survivant, dans l'amour qui brûlait toujours, stable et sûr, peu importe le nombre de saisons passées sans lui. J'ai souri légèrement, un vrai sourire, du genre à ne pas me briser le visage en deux. J'ai jeté un dernier regard sur le grand Ashford, ses fenêtres scintillantes, ses mensonges raffinés, ses promesses creuses. Puis je me suis détourné. Je ne me suis pas précipité, je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule comme un homme qui doute de sa propre décision. J'ai simplement avancé, laissant la ville m'engloutir sur mes pas, stable sur le trottoir fissuré. Je suis passé devant l'hôtel, devant les trahisons, devant les illusions brisées et le poids d'un passé qui ne m'appartenait plus. Chaque pas était un vœu. Je construirais quelque chose de mieux, quelque chose de réel.
Je trouvais de la joie dans les petites choses, les rires autour d'un vin bon marché, la satisfaction de conclure un accord fondé sur la confiance, le réconfort des amis qui restaient une fois la poussière retombée. J'honorais Mika en vivant pleinement, et non en étant un monument à ce qui a été perdu. J'aimerais à nouveau un jour, non pas parce que j'avais besoin de boucher un trou en moi, mais parce que j'avais appris que le véritable amour n'exigeait pas le silence. Cela n'exigeait pas de sacrifice sans retour. Cela est né d'une honnêteté arrosée de respect. La ville s'étendait devant moi, en désordre, bruyante et vivante. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de l'affronter de front. J'ai continué à marcher dans le bruit, vers l'inconnu, vers une vie que j'étais enfin fier d'appeler la mienne.